Inventaire de ce qu'il reste du siège de l'humanité. Une machine de presse allemande, fabriquée aux États-Unis et importée en France. Des câbles en cuivre, qui dépassent des armoires électriques. Une infirmerie et des cabines pour les visites médicales. Une pièce fermée à clé, avec le logo Radiation, interdit d'entrée. Des pigeons morts dans les coins. C'est affreux. Une odeur de moisi. Des sols qui gondolent avec la flotte. Du lino comme des dalles qui font environ 30 sur 30. Des infiltrations d'eau. Des seaux pleins qui débordent. Des journaux, dont on a gardé un exemplaire chaque jour, bien rangé dans des rails, au 4e étage. Un gardien et son chien. Une lampe torche pour s'éclairer, car il n'y a plus de lumière. Tout en haut du bâtiment, il y a une paroi en béton percée de trous de fenêtres. Cette structure en partie haute, en béton armé, c'est une gigantesque poutre, après laquelle sont suspendus les différents étages. En dessous de cet élément, on a une paroi vitrée, entièrement vitrée, sans aucune menuiserie apparente. C'est que du vitrage. Et au rez-de-chaussée, on retrouve un élément en béton avec des poteaux et ce qu'on appelle un pilotis, c'est-à-dire un espace vide sous le bâtiment, qui suggère donc que le bâtiment est allégé, porté. L'idée, c'est de donner la plus grande légèreté possible à l'aspect du bâtiment, que le bâtiment flotte en quelque sorte dans l'espace. Roland Leroy, le directeur, tenait beaucoup à ce qu'on ne fabrique pas un immeuble. On savait très bien qu'il nous fallait, que nous allions avoir au sein de l'immeuble des contraintes beaucoup plus fortes qu'un simple immeuble de bureau. Mais en même temps, le directeur insistait pour dire qu'il faut que nous fassions œuvre architecturale. Quand on est arrivé ici à Saint-Denis, alors il n'y avait rien. Hein. C'était pas un terrain vague puisqu'il avait été réaménagé, mais il n'y avait aucun immeuble, il n'y avait rien. Et quand on a vu cet endroit-là, face à la basilique, en plus Saint-Denis avec toute cette histoire à la fois des rois de France et puis une histoire qui était marquée aussi par le mouvement ouvrier, par la présence, la forte influence du Parti communiste, tout cela évidemment, avec l'humanité, pouvait avoir du sens.
J'ai commencé à travailler avec Oscar Niemeyer en 1976. J'étais encore membre du Parti communiste, mais aussi syndicaliste avec responsabilité. Et je dois dire que c'était plutôt bien apprécié par Oscar Niemeyer, qui, par ses propres opinions, était de la même maison, on va dire, que moi, bien que lui, ça soit une maison brésilienne. Mais il aimait beaucoup, beaucoup discuter de politique. Et ça m'intéressait toujours, quand il venait à Paris, qu'on se retrouvait, ou quand je suis allé à Rio pour travailler avec lui, on passait des grands moments à discuter de politique. Alors lui, bien sûr, il expliquait ce qui se passait au Brésil, il me demandait comment ça se passait en France, et il y avait tout un échange. Et j'ai même fait des interviews avec lui dans sa propre revue à Rio sur la politique. Et c'était une revue d'architecture. Après, on peut parler d'un autre aspect de l'architecture Niemeyer, c'est qu'il travaille le béton en tant que à la fois matière souple, plastique, et le béton en tant que matériau. Aspect, matériau, texture. Quand on décoffre le béton armé, la trace de ces planches de bois apparaît. Ce béton est un béton, je dirais, très proche de ce qu'on pourrait appeler l'homme. C'est pas un béton industriel, c'est un béton qui est marqué par la présence du bois. Toutes les fois qu'il dessine croquis, main levée, un bâtiment, soit que ce soit un bâtiment existant, soit que ce soit un bâtiment à imaginer, il y a toujours un ou deux ou trois personnages qui donnent la taille de l'homme par rapport au bâtiment. Toujours. Mon bureau, il était, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il était face à la basilique. Et il se trouvait donc au deuxième étage, puisque j'étais administrateur, directeur général du journal, et il se trouvait là. Voilà, il se trouvait, donc la basilique étant là. Moi, je me trouvais là avec le secteur de l'administration et avec les autres secteurs de l'administration qui se trouvaient également dans les autres parties c'était l'ensemble de cette activité. Cette table basse a été changée quelques années plus tard par une présentation sous verre du manuscrit du numéro 1 de l'Humanité, écrit par Jean Jaurès, que nous avons récupéré dans des conditions particulières en vente aux enchères chez Christie's. Ça, c'est une photo plus classique, si je puis dire, où on voit comment les couloirs étaient organisés. Vous savez, Oscar Niemeyer a horreur de la ligne droite, alors donc toujours est en courbe. Et dans ces couloirs, il y avait les différents bureaux avec quand même des aspects très fonctionnels, puisque vous voyez que les parois étaient en fait des placards qui s'ouvraient de l'intérieur et qui permettaient de gagner un peu de surface. Puis là, vous avez carrément une salle de travail, il n'y avait pas encore, c'était, je dis le dernier étage, je le reconnais toujours parce que c'était le seul étage où il n'y avait pas le mur rideau, mais où il y avait des hublots, d'ailleurs on souriait toujours en les appelant comme ça. Et ce système du dernier étage soutenait l'ensemble du bâtiment. Je suis très ému de revenir sur les lieux, non pas du crime, mais les lieux de mon activité et de retrouver ce bâtiment, puisqu'il y a 20 ans, presque jour pour jour, que j'ai quitté le journal L'Humanité. À l'époque, il n'était pas question de déménagement. Je comprends les raisons qui ont pu conduire la direction de l'Humanité face à la crise de la presse et aux difficultés financières d'être contrainte de chercher des lieux qui correspondaient à l'échelle économique nouvelle qui se créait. Cependant, je pense que ce bâtiment, il est tout à fait dommageable que ceux qui sont devenus les propriétaires de ce bâtiment, et je crois que ce sont les pouvoirs publics,
Oui, j'ai le sentiment, alors peut-être je me trompe, mais j'ai le sentiment que ce bâtiment est laissé à l'abandon. Niemeyer dans les années 80, c'était plus, il n'a plus l'aura qu'il avait dans les années 60. Hein. On est dans un contexte où l'architecture moderne est désormais rejetée. Ça change quand même beaucoup de choses. C'est à la fois des phénomènes à la fois culturels, économiques, qui font qu'il y a une obsolescence, d'une certaine façon, de l'architecture moderne. Elle ne plaît plus, elle est assimilée aux tours et aux bars, elle est globalement rejetée en France, mais pas seulement en France, c'est vraiment un mouvement de fond qui touche en fait l'architecture moderne, l'architecture et l'urbanisme moderne à l'échelle mondiale. Donc Oscar Niemeyer n'échappe pas à cette règle, donc il est bien accueilli à Saint-Denis, mais les gens n'ont plus les yeux qui brillent quand Oscar Niemeyer va construire à Saint-Denis. C'est plus du tout la même chose. L'histoire est déjà écrite. Hein. On sait que le siège du Parti communiste français est effectivement une œuvre majeure, mais voilà, le Niemeyer des années 60 et le Niemeyer des années 80, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, à titre personnel, c'est vrai que je trouve assez triste de voir un bâtiment abandonné. Voilà, un bâtiment n'est pas conçu pour ça. Celui-ci en particulier a un caractère exceptionnel, donc devrait logiquement être affecté. C'est du gâchis de cet immeuble en tant que tel, de l'argent public pour le gardiennage, et puis de ne pas trouver de solution, c'est aussi attristant. Je pense que si on s'en donnait vraiment les moyens, on y arriverait, quoi. Il y avait aussi une salle pour les ordinateurs, et puis une cantine, une salle de muscu en haut, mais il n'y a plus les machines. Tout a été vidé. Les tours de garde durent 12 heures. Dès qu'il y a un bruit, on va lever le doute. Mais sinon, on pense à tout et à rien.